Une enveloppe jaunie arriva par la diligence, ne portant que 3 mots écrits d'une main tremblante. « Il revient ». Ce fut suffisant pour que le vieux saloon, auparavant animé par les accords d'un piano désaccordé, plonge dans un silence aussi dense que la poussière qui tourbillonnait dehors. Le barman rangea l'enveloppe sous le comptoir tout en étudiant les visages tendus autour de lui. Cet après-midi-là, le soleil accablait la petite ville frontière comme s'il voulait tout réduire en cendres. La peur était un animal silencieux qui se faufilait parmi les présents, laissant une trace froide là où il y avait de la chaleur auparavant. Préparez-vous pour un voyage de courage et de pardon dans le vieil Ouest. Abonnez-vous, laissez un like et dites-nous d'où vous regardez. Au lever de l'aube, lorsque le vent murmurait des promesses oubliées dans les dunes et que le soleil commençait à dorer les collines arides, la petite ville s'éveillait sous le poids de la routine et de la menace. Elle se nichait, au bord, d'un ruisseau têtu, qui s'obstinait à couler même sous la chaleur implacable du désert, un fil argenté qui contrastait avec la terre ocre et craquelée. Ces constructions en bois, dont beaucoup étaient tordues et délavées par le temps, semblaient jaillir directement du sol poussiéreux, défiant la vaste immensité inhospitalière qui s'étendait à perte de vue. C'était un lieu où la vie était dure, et chaque jour était une petite bataille gagnée contre les éléments et l'incertitude. La poussière était partout, fine et persistante, recouvrant tout d'un manteau beige qui n'était enlevé que par des averses rares et violentes, ou par le travail incessant de mains calleuses. L'odeur de l'air était un mélange de terre sèche, de foin, d'excréments de cheval et, au bon moment, l'arôme âcre de la sauge écrasée sous les bottes. Au cœur battant de cette communauté résiliente se trouvaient les tables, un refuge, de bois massif où se mêlait l'arôme chaud de la paille et de la sueur animale. C'est là que vivait et travaillait Jean Leroux du Bois, bien que peu de gens l'appelaient, par le surnom qui évoquait une époque qu'il tentait désespérément d'enterrer. Un homme d'âge moyen, dont les yeux bleus semblaient porter le poids non seulement de l'horizon infini, mais aussi des souvenirs d'un passé violent. Ses cheveux roux, autrefois vibrants, maintenant parsemés de gris, étaient coupés courts et ébouriffés. Ses mains, grandes et fortes, étaient étrangement agiles. Elles pouvaient ferrer les chevaux les plus fougueux avec un calme surprenant, réparer une roue de chariot en un temps record, ou, des années auparavant, manier un revolver avec une précision surnaturelle. Cette dernière compétence était un fantôme qu'il s'efforçait de maintenir enfermé, une ombre qui refusait de disparaître complètement. Jean était un homme de contraste. Sa présence était silencieuse et contemplative, comme les montagnes lointaines qu'il observait au coucher du soleil. Il parlait peu, préférant écouter le vent, le hennissement des chevaux ou le craquement du bois sous ses pieds. Mais sous cette surface calme, un volcan endormi bouillonnait. Les nuits étaient les pires moments. Il se réveillait soudainement, le corps trempé de sueur froide, la respiration haletante, hanté par les visages pâles et sans vie des hommes qu'il avait affrontés lors de duels passés. Le son de la poudre dans ses oreilles, l'odeur du fer et du sang. Il portait le fardeau d'une réputation qui le précédait, même si peu de gens ici connaissaient l'étendue totale de sa renommée, celle d'un pistolero trop rapide pour son propre bien, un faucheur involontaire dans un monde où la rapidité au dégainage signifiait la différence entre la vie et la mort. Maintenant, il cherchait la rédemption dans la simplicité et l'anonymat. Il trouvait une paix rudimentaire dans le travail manuel, dans la routine immuable de prendre soin des animaux, dans l'honnêteté du labeur physique. Chaque coup de marteau sur le fer à cheval, chaque morceau de bois raboté, était un petit acte de pénitence, une tentative de construire quelque chose au lieu de détruire. Il vivait au fond de l'étable, dans une petite pièce qui sentait le cuir et le foin, avec très peu d'affaires autres que des outils et des vêtements de travail. Un animal qui fut jadis un chasseur de pointe, essayait maintenant de s'intégrer au troupeau, cachant ses griffes et ses dents aiguisées, ne désirant que la tranquillité du pâturage. Mais l'instinct était toujours là, profond et indéniable. Le salon, avec sa porte grinçante et le murmure constant de voix, servait de cœur social de la ville. C'est là que les nouvelles se répandaient, les affaires étaient conclues ou rompues, et la solitude de la frontière était temporairement oubliée au milieu de la chaleur du whisky bon marché
et des accords mélancoliques du piano désaccordé. La propriétaire, Éléonore Martin, était une femme qui incarnait la résilience de l'Ouest. Au regard, perspicace et à la langue bien pendue, elle maintenait l'ordre dans son établissement, avec un mélange d'autorité naturelle, de sarcasme mordant et un fusil Winchester toujours à portée de main, stratégiquement positionné derrière le comptoir. Éléonore avait tout vu, la fièvre de l'or, le va-et-vient des étrangers, la violence et l'espoir. Sa motivation était claire, construire quelque chose de solide qui perdurerait, un héritage au-delà des fortunes éphémères de l'or ou argent. Son saloon n'était plus qu'un bar, c'était un point de repère, un port sûr, relatif, dans une mer d'incertitude. Elle se méfiait instinctivement des étrangers, mais défendait farouchement ceux qu'elle considérait comme faisant partie de sa communauté. Le shérif local, Ben Bernard, était un homme qui semblait fait de la même terre qu'il foulait, peu bavard, mais avec beaucoup de principes. Il portait sur la poitrine une étoile de shérif poli, et dans le cœur le désir sincère de maintenir la paix. Ce n'était pas un héros de cinéma, mais un homme pragmatique, conscient des limites, de son autorité et des dangers qui guettaient. Il avait vu de bons hommes se perdre, et de mauvais hommes trouver une étrange forme de rédemption dans le désert. Sa force résidait dans sa persistance, et sa foi inébranlable en la loi. Aussi, fragile fut-elle à la frontière, il faisait confiance à son instinct et à son expérience pour distinguer la vérité du mensonge, bien qu'il sût que, dans l'Ouest, les lignes pouvaient être floues. Entre les collines douces et sèches qui entouraient le village, une jeune femme avait installé un cabinet temporaire dans une tente robuste. Claire Thomas était une médecin itinérante, une figure inhabituelle pour la région, où la guérison venait généralement sous forme de remèdes maison et de foie. Sa connaissance des herbes locales se mêlait à des traitements modernes, appris dans les grandes villes de l'Est. Elle gagna rapidement la confiance des habitants, qui la voyaient initialement avec scepticisme, mais qui se rendirent vite à sa compétence et à sa compassion. Ses mains étaient fermes et douces, ses yeux expressifs et pleins d'une tristesse voilée. Son objectif semblait simple, soulager la souffrance partout où elle la trouvait. Mais, comme beaucoup à la frontière, elle fuyait aussi quelque chose, un passé nébuleux dans les grandes villes, un fardeau qu'elle partageait rarement. Sa présence apportait une touche de délicatesse et d'espoir à un lieu si dur. L'espoir, ici, n'était pas un luxe, mais un outil essentiel pour la survie de l'âme. Le vent, compagnon constant et imprévisible, murmurait entre les cactus comme un messager silencieux, apportant avec lui l'odeur de la poussière et la sensation de quelque chose d'imminent. Ce fut ce vent qui sembla s'intensifier lorsque la diligence, en retard, arriva enfin à la ville, apportant non seulement des provisions et des passagers, mais aussi la nouvelle que tous redoutaient. L'ancien rival de Jean, un homme nommé Silas, Robert, donné pour disparu depuis des années après un affrontement sanglant, avait été vu dans la ville voisine. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. La tension monta comme la chaleur méridienne, implacable et inévitable, étouffant l'air et forçant les gens à chercher refuge dans l'ombre, non seulement du soleil, mais aussi de la peur croissante. Le saloon devint plus silencieux, les conversations plus basses. Les regards se croisèrent avec un mélange d'appréhension et de spéculation. Le fantôme du passé de Jean était en route, et la ville entière sentirait son souffle froid. Ce fut le premier moment de haute tension, le prélude de quelque chose de sombre se déplaçant à l'horizon. La poussière, qui n'était auparavant qu'un désagrément, semblait maintenant porter la promesse de confrontation. La vie à la frontière était un cycle de paix tendue et de violence soudaine. Après la nouvelle de l'approche de Silas Robert, la ville respira un air chargé. Chaque silhouette au loin, chaque cavalier solitaire s'approchant provoquait un sursaut. Jean sentit le vieil instinct de conservation s'aiguiser. Un loup qui se déguisait depuis longtemps en brebis, sentant maintenant l'odeur de la proie qui s'approchait. Il passait plus de temps dans l'étable, les mains travaillant mécaniquement tandis que son esprit repassait des scénarios, évaluait les distances, calculait les chances. C'était une danse sombre qu'il pensait avoir oubliée. Environ une semaine plus tard, la plaine, généralement sèche et battue par le soleil,
fut surprise par une tempête violente et soudaine. Des nuages sombres roulèrent sur les collines avec une vitesse effrayante, transformant le ciel bleu cobalt en un manteau gris menaçant. Des éclairs déchirèrent l'obscurité et la pluie tomba en torrent, transformant les rues poussiéreuses en ruisseaux boueux en quelques minutes. Le ruisseau, auparavant maigre, gonfla dangereusement. Jean, dans l'étable, s'assura que les animaux étaient en sécurité, écoutant le rugissement du vent et de l'eau. Puis il vit Claire lutter contre la crue qui menaçait d'envahir sa tente et d'emporter ses fournitures médicales. Sans hésiter, Jean courut dehors, la pluie fouettant son visage, l'eau froide atteignant ses genoux. Il entra dans le courant furieux, l'eau tirant avec force, et commença à pousser les caisses de médicaments vers un terrain plus élevé et sûr. C'était un travail ardu, contre la force implacable de la nature. Une grande boîte, lourde, de fioles et d'instruments, glissa, et en essayant de la stabiliser, un morceau de bois pointu emporté par le courant déchira profondément son bras. Il ignora la douleur et le sang qui commençait à se mélanger à l'eau boueuse. Concentré sur le sauvetage de ce qui, pour Claire, représentait la vie de nombreuses personnes. Finalement, avec son aide, ils réussirent à sauver la plupart des fournitures. Épuisés et trempés, ils s'abritèrent dans la tente, qui ressemblait maintenant à une petite oasis de sécurité au milieu du chaos extérieur. Claire, malgré l'épuisement, prit son matériel et commença à nettoyer et suturer la blessure au bras de Jean. La lumière vacillante d'un lampion éclairait l'intérieur exigu de la tente, projetant des ombres dansantes sur les parois de toile. L'odeur de terre mouillée, de désinfectant et l'arôme subtil des herbes que Claire gardait se mêlaient dans l'air. Pendant qu'elle travaillait avec des mains fermes et concentrées, leurs regards se croisèrent. C'était la première fois qu'ils se voyaient d'aussi près, sans la formalité des interactions en ville. Dans ce silence uniquement rempli par le son de la pluie sur la tente et par leur respiration, un courant invisible sembla se former. Tous deux détournèrent les yeux, soudain conscients de la proximité et du calme intime. Sa gratitude était palpable, la sienne, un malaise face à sa propre vulnérabilité. Ce fut le premier moment crucial de rapprochement, un geste initial de gentillesse, de sa part, et de soin, de la sienne, marqué par l'urgence de la situation et la vulnérabilité physique. Le premier grand tournant survint quelques jours plus tard, lorsque le shérif Bernard enquêtait sur l'attaque d'une diligence sur la route de la ville voisine, survenue la même nuit que la tempête. Le conducteur fut retrouvé gravement blessé, mais vivant, agrippé à un morceau de papier. Entre les mains du moribond, le shérif trouva une affiche recherchée. Ce n'était pas une affiche récente, mais datée d'années auparavant. Et le visage dessus, bien que plus jeune et avec une expression plus dure, était indubitable. Jean Leroux, Dubois. Le secret que beaucoup en ville soupçonnaient, la vérité derrière le passé nébuleux de l'homme de l'étable, éclata enfin. La poussière de son ancienne vie avait rattrapé la nouvelle. Le shérif, l'affiche à la main et le visage lourd, se rendit à l'étable pour trouver Jean. L'affrontement ne fut pas fait de tirs et de cris, mais de mots chargés de poids et de déception. Ben Bernard avait toujours su que Jean avait un passé, mais il n'imaginait pas l'étendue. Jean, sans détour, admit tout. Les villes où il avait vécu, les duels qu'il avait affrontés, la réputation qu'il avait suivie. Mais il jura, avec une sincérité qui fit hésiter le shérif, que cet homme faisait partie du passé, qu'il avait changé, que le désert l'avait transformé. Comme preuve de bonne foi, dans un acte qui lui coûta profondément, Jean chercha un vieux coffre en bois dans sa chambre. De l'intérieur, il sortit une paire de revolvers Colt Single Action Army, polis et bien entretenus, et une ceinture de balles. C'était un kit de travail, l'outil qu'il avait maintenu en vie pendant des années. Les remettre au shérif fut un sacrifice visible, un acte de confiance qui le laissa les mains vides et vulnérables. Ce ne fut pas une victoire au sens traditionnel, mais une petite victoire morale avec un coup clair, la perte de son autodéfense dans le monde dangereux où il vivait. La nouvelle de la révélation se répandit rapidement dans la ville, plus vite que n'importe quel cheval. La communauté se divisa.
Certains, comme Éléonore du Saloon et quelques-uns des fermiers les plus âgés, qui connaissaient Jean depuis des années et avaient été témoins de sa conduite pacifique et laborieuse, le défendirent avec véhémence. D'autres, surtout les nouveaux arrivants et les plus jeunes, craignaient le pistolero qu'il avait été, le voyant maintenant comme une menace latente, un loup déguisé qui à tout moment pourrait montrer ses crocs. Le shérif, bien qu'il gardât les armes de Jean, ne l'arrêta pas. Il décida d'observer, accordant un vote de confiance prudent à l'homme qu'il connaissait, mais gardant un œil vigilant. La foi de la communauté en Jean, qu'il construisait depuis presque une décennie, fut ébranlée. Ce fut un obstacle significatif, la méfiance sociale qui l'isolait à nouveau. La vie en ville continua, mais sous une couche d'appréhension. Les conversations s'arrêtaient quand Jean passait. Les regards se détournaient ou se fixaient sur lui avec un mélange de peur et de curiosité. Il sentit le poids de la suspicion, mais continua son travail dans l'étable avec la même dédicace, espérant que ses actions présentes parleraient plus fort que son passé. Lors d'une soirée de fête de la moisson, un événement rare d'union et de joie en ville, Claire s'approcha de Jean. Le feu de camp crépitait, éclairant les visages des gens tandis que la musique d'un harmonica et d'une guitare acoustique remplissait l'air. Il y avait de la danse, des rires et la rare sensation de communauté. Claire se tenait un peu à l'écart de la foule, observant Jean, qui restait en lisière, mal à l'aise avec l'attention partagée entre l'homme qu'il était maintenant et la légende qu'il représentait. Elle lui tendit un petit carnet relié, en cuir rustique, aux pages jaunies. À l'intérieur, diverses herbes médicinales trouvées dans la région y étaient soigneusement pressées, avec leurs propriétés annotées de sa délicate écriture. « Pour que vous n'ayez pas besoin de m'appeler pour la moindre égratignure », dit-elle, un léger sourire sur les lèvres. C'était un cadeau pratique, mais ses yeux, en rencontrant les siens, communiquaient bien plus. Reconnaissance, acceptation et une touche d'affection. C'était un objet significatif, un symbole du soin mutuel qui avait émergé entre eux. Jean accepta le cadeau avec une gratitude silencieuse, sentant le poids de la confiance que ce geste représentait. Ce fut le deuxième moment crucial dans la construction du lien entre eux. Le deuxième grand tournant survint peu après. Un groupe de cavaliers inconnus arriva en ville. Bien habillés, leurs chevaux étaient de bonne lignée et leur attitude, polie mais distante. Ils étaient menés par un homme nommé Arthur Petit, qui se présenta comme un marchand de bétail, intéressé par l'acquisition de terres pour étendre ses affaires. Sous la façade d'affaires légitimes, cependant, se cachait une intention plus sinistre. Il ne faisait pas qu'arpenter la région pour le bétail. Il cherchait le meilleur tracé pour une future ligne de chemin de fer qui couperait la propriété de plusieurs fermiers locaux, dont beaucoup vivaient déjà à la limite de leurs terres, et plus crucialement, passerait par des terres sacrées pour les peuples autochtones des montagnes. L'arrivée de ces hommes apporta une nouvelle couche de complications et de dangers. Jean perçut la menace avant les autres. Il avait déjà vu des hommes comme ça dans d'autres villes, dans d'autres territoires. Il reconnut les tactiques subtiles, la manière dont ils posaient des questions déguisées, l'attention excessive aux détails géographiques qui n'étaient pas pertinents pour le bétail. C'étaient des loups déguisés en agneaux, mais ils connaissaient leur odeur. Quand il tenta d'alerter la communauté, peu prêtèrent l'oreille à l'ancien pistolero. Sa réputation récemment révélée joua contre lui. Il était plus facile de croire aux hommes bien parlants et à leurs promesses de progrès qu'à l'homme silencieux au passé violent. C'était un autre obstacle, la réticence de la communauté à accepter son avertissement, le voyant peut-être comme un paranoïaque ou quelqu'un qui voulait causer des problèmes. La médecin, cependant, confirma ses soupçons d'une manière inattendue. Petit tomba soudainement malade avec une forte fièvre délirante. Claire le soigna et, dans ses délires fiévreux, il murmura à propos de dégager le chemin pour les voies, à propos des affaires qui devaient être réglées rapidement et de la résistance des sauvages et des plous. Claire, alarmée, partagea ses découvertes avec Jean. Ensemble, ils commencèrent à enquêter discrètement sur les étrangers, une complicité qui grandissait à chaque conversation murmurée derrière les tables, à chaque échange de regards significatifs dans le saloon.
Un soir, assis sur les marches de l'étable, sous un ciel vaste et sombre parsemé d'étoiles qui semblaient plus brillantes dans le désert, ils partagèrent une bouteille de whisky bon marché que Jean gardait pour des occasions spéciales ou pour des nuits particulièrement difficiles. C'était un moment de calme, un répit dans la tension croissante. Claire parla un peu plus de sa vie d'avant, de la rigidité des conventions, de la recherche d'un but. Jean, avec hésitation, ouvrit une brèche dans sa propre histoire. Pas encore sur les duels, mais sur la solitude qui les précédait, le vide qui l'avait mené sur ce chemin. Ce fut alors qu'il confessa sa plus grande peur, sa voix basse et rauque. « Je ne crains pas d'affronter ces hommes, si cela doit arriver. Je crains de découvrir que, le moment venu, je suis toujours celui que j'ai été. Je crains l'obscurité en moi que je croyais avoir domptée. » C'était une démonstration de vulnérabilité qui toucha profondément Claire. Ce fut le troisième. Moment crucial de rapprochement. Une conversation révélatrice dans un moment de calme, renforçant la confiance mutuelle. Le troisième grand tournant arriva de manière inattendue, reliant le fil lâche du passé de Jean à l'intrigue présente. Silas Robert, l'homme que Jean pensait être son ennemi mortel et qui était en route, arriva finalement en ville. Mais il ne vint pas avec la fureur d'un rival en quête de vengeance. Il vint comme un homme changé, marqué par le temps et les épreuves, cherchant, étrangement, le pardon. Son arrivée causa un émoi. La méfiance initiale était palpable. L'air semblait vibrer de l'attente d'un affrontement. Mais Silas, maigre et fatigué, avec une tache de remords dans les yeux, ne fit aucune menace. Il chercha Jean directement, à l'étable. La conversation entre eux fut tendue et pleine de silence chargé. Silas révéla qu'après le dernier affrontement avec Jean, il avait failli mourir. L'expérience l'avait transformé. Il avait réalisé la futilité et la misère de la vie qu'il menait. Il avait passé les dernières années à essayer de s'éloigner de ce monde. Ce fut en apprenant les mouvements des hommes du chemin de fer que son chemin croisa à nouveau celui de la petite ville. Il révéla que les hommes de Petit ne faisaient pas qu'acheter des terres, mais avaient engagé un groupe de pistoleros, dirigé par un individu particulièrement cruel et efficace, appelé Huile de Serpent Richard, pour intimider, effrayer et, si nécessaire, retirer violemment ceux qui résistaient à leur plan. Silas avait entendu parler du plan alors qu'il essayait de se tenir loin des ennuis. Il sentit qu'il devait avertir Jean et la ville, peut-être comme une forme de rédemption. La trêve entre les anciens rivaux fut prudente, mais sincère. Silas n'était plus une menace du passé, mais une source d'information vitale pour le présent. Cela ajouta une nouvelle couche à l'histoire, montrant que la rédemption était possible, même pour ceux qui avaient emprunté des chemins sombres. Le conflit s'intensifia rapidement dans les mois suivants, prouvant que les avertissements de Jean et Silas étaient plus que justifiés. Les hommes du chemin de fer abandonnèrent la façade de marchands de bétail et montrèrent leur vraie nature. Le premier acte d'agression ouverte survint lorsqu'ils incendièrent la grange d'un fermier têtu qui refusait de vendre ses terres pour une bouchée de pain. Les flammes s'élevèrent haut dans le ciel nocturne, un signal d'alarme terrifiant pour toute la communauté. L'odeur de fumée et de bois brûlé plana sur la ville pendant des jours. Jean, même sans ses armes, sentit le vieil instinct de leadership émerger. Il ne pouvait pas se battre comme il en avait l'habitude, mais il pouvait utiliser sa connaissance du terrain et des tactiques des étrangers. Il organisa un groupe de fermiers et d'habitants désireux de défendre leurs propriétés, établissant des rondes nocturnes et des postes de guet improvisés. Pendant ce temps, Claire, avec l'aide d'Éléonore et de quelques autres femmes, transforma l'arrière du saloon en une infirmerie improvisée. Elle savait qu'avec des pistoleros impliqués, la violence était inévitable. L'espoir se mêlait à la peur, un cocktail amer que tous en ville étaient forcés d'avaler. La lumière de la communauté, auparavant une simple lueur, devait maintenant être activement défendue. Lors d'une ronde nocturne, sur un sentier étroit dans les collines, Jean et Claire tombèrent dans une embuscade. Ils vérifiaient un poste de guet qui n'avait pas répondu. Ce fut rapide et brutal. Des coups de feu résonnèrent dans l'obscurité et des balles sifflèrent dangereusement près d'eux. Jean réagit par pur instinct, poussant Claire derrière. Un rocher,
la protégeant de son propre corps tandis qu'ils essayaient de s'abriter. Dans la confusion, une balle perdue effleura l'épaule de Claire, la faisant crier de douleur. Jean réussit à repousser temporairement les attaquants, utilisant le terrain à son avantage et la surprise. Ils reculèrent, conscients que l'homme, devant eux, n'était pas une proie facile, même désarmé. Abrités dans une cabane de mineurs abandonnée et en ruine, à des kilomètres de la ville, ils se retrouvèrent seuls. La nuit était froide et la seule lumière venait de la lune qui s'infiltrait par les fentes des murs et du toit précaire. Jean, avec les mains qui maniaient autrefois des armes létales, prenait maintenant soin de Claire comme elle avait pris soin de lui. Il nettoya et banda sa blessure à l'épaule avec une tendresse inattendue. La douleur était réelle, mais la proximité forcée créa un espace pour une vulnérabilité encore plus grande. Dans ce moment de calme forcé, loin des yeux de la ville et de la menace immédiate, bien qu'il sait que les attaquants pouvaient être proches, les barrières tombèrent. Claire, d'une voix basse et tremblante, révéla qu'elle fuyait aussi un passé. Elle était la fille d'un riche industriel, ferroviaire de l'Est. Elle avait grandi dans le confort, mais avait tout abandonné en étant témoin des méthodes implacables et inhumaines de son père pour étendre son empire, y compris l'exploitation des travailleurs et la destruction des communautés. Sa quête pour soulager la souffrance était, en partie, une pénitence pour les péchés de sa famille. Jean écoutait, sa main dans la sienne, sentant la fragilité et la force qui coexistaient en elle. « Nous essayons tous de construire quelque chose de nouveau », murmura-t-il. La poussière, du désert et l'odeur du sang et du désinfectant remplissant l'air humide de la cabane, sur les ruines de ce que nous avons laissé derrière nous. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. Un geste simple, mais chargé de sens, comme des branches de saule qui se rencontrent au bord du ruisseau, cherchant force l'une dans l'autre pour résister au courant. Ce fut le 4e moment, crucial de rapprochement, une démonstration mutuelle de vulnérabilité qui solidifia la confiance et l'affection entre eux. Ils étaient 2 naufragés, construisant un radeau ensemble avec les morceaux de leur passé brisé. Le 4e, grand tournant se produisit alors qu'ils étaient isolés dans la cabane, ou peu après leur retour en ville. Jean, réfléchissant à l'attaque et aux actions des hommes de Petit, commença à assembler des pièces éparses. Il se souvint de conversations interceptées, de regards étranges échangés entre Petit et le shérif Bernard. Des enquêtes, discrètes peut-être avec l'aide de Silas qui connaissait le monde souterrain, révélèrent la vérité choquante. Le shérif était la cible d'un chantage de la part des hommes du chemin de fer. Ils avaient découvert un secret de son passé, qu'il avait abandonné une famille dans un autre état des années auparavant pour recommencer à la frontière. Ils menaçaient de révéler la vérité et de ruiner sa réputation et sa vie, en ville s'ils ne coopéraient pas, en fermant les yeux sur leurs activités. Le shérif, partagé entre sa loyauté envers la communauté qu'il avait juré de protéger et la peur paralysante de l'exposition et de la honte, hésitait à agir avec la force nécessaire contre les étrangers. Cela créa un vide d'autorité et augmenta le sentiment de danger imminent. Le point culminant de l'histoire approcha lorsqu'une grande tempête de sable commença à se former à l'horizon. Ce n'était pas une tempête ordinaire, mais un mur, dense et implacable de poussière et de sable, qui s'élevait jusqu'au ciel, engloutissant le paysage. Les hommes du chemin de fer, ou plus précisément, les pistoleros engagés par eux, dirigés par Wild de Serpent Richard, prévirent d'utiliser la visibilité réduite de la tempête comme couverture pour une attaque coordonnée sur la ville. C'était le moment parfait pour éliminer la résistance et prendre le contrôle. La tension monta à des niveaux insupportables. L'odeur du sable dans l'air, la diminution progressive de la lumière, le vent hurlant qui commençait à souffler, annonçaient la violence à venir. Ce fut le 2e moment de haute tension, le calme étrange et effrayant avant la tempête de sable, et, par extension, la tempête de violence. Les gens cherchaient refuge, verrouillaient portes et fenêtres, mais savaient que la poussière ne serait pas le seul danger à entrer. Jean, même sans ses armes, savait qu'il ne pouvait pas rester immobile. Il avait étudié le terrain autour de la ville pendant des années, connaissait chaque ravin, chaque obstacle naturel. Il prit la tête de la défense improvisée, non pas comme le pistolero, mais comme un stratège,
utilisant la connaissance de l'environnement et la détermination des quelques-uns qui étaient prêts à se battre. Il positionna les défenseurs, prépara des pièges simples et planifia comment utiliser la tempête elle-même à son avantage. L'espoir de la ville reposait sur ses épaules, des épaules qui portèrent le poids de nombreux passés. Le cinquième, grand tournant, peut-être le plus émouvant, survint au début de l'attaque. La tempête de sable était déjà sur la ville, réduisant la visibilité à presque rien. Les pistoleros de Richard se déplaçaient furtivement sous la couverture de la poussière. Silas Robert, qui s'était joint à la garde improvisée, était à un poste de guet avancé dans les collines. Il aperçut un grand groupe d'assaillants qui se flanquaient pour encercler la ville, une embuscade mortelle que Jean n'avait pas complètement anticipée. Silas savait qu'il devait avertir à temps. Sans hésiter, il monta à cheval et galopa furieusement vers la ville, tirant avec son fusil pour alerter, même s'il savait qu'il deviendrait une cible facile. Les balles des pistoleros l'atteignirent avant qu'il ne puisse arriver. Il tomba de cheval à quelques centaines de yards de la ville, blessé mortellement. Certains des défenseurs réussirent à l'atteindre sous la tempête de sable. Ces dernières paroles, prononcées d'une voix faible et rauque, furent « Vivre avec honneur est plus difficile que de s'adapter au silence avec une balle. Jean, ils sont en train de flanquer. » Silas Robert, l'ancien rival, trouva sa rédemption dans un acte final de sacrifice, prouvant que le changement dans son cœur était authentique. Son sacrifice non seulement sauva de nombreuses vies en permettant à Jean de repositionner les défenseurs, mais solidifia également la croyance en Jean et en la possibilité de rédemption. Le coup fut élevé, la vie d'un homme qui essayait de se réconcilier avec son passé. L'affrontement final eut lieu au milieu du chaos de la tempête de sable. La poussière aveuglait, le vent hurlait, et le bruit des tirs se mêlait au rugissement de la nature. Jean mena la défense, se déplaçant entre les bâtiments, criant des ordres, utilisant sa connaissance du terrain pour confondre et frustrer les attaquants. Il affronta au île de serpent Richard, le chef des pistoleros, non pas dans un duel rapide comme ceux de son passé, mais dans une bataille d'intelligence et d'improvisation. Richard, un homme cruel aux yeux qui semblaient vides de toute humanité, était rapide avec son revolver. Mais Jean ne chercha pas un échange de tirs. Il utilisa le sable, le vent et les obstacles autour de lui. Avec une corde à cheval, avec la même dextérité qu'il utilisait pour attraper des animaux au lasso, il réussit à enchevêtrer les jambes de Richard au moment crucial, le faisant tomber. Désarmé et enlacé par la corde, Richard était à la merci de Jean. La ville entière, ou du moins ceux qui pouvaient voir à travers la poussière, furent témoins du moment. Jean aurait pu en finir avec lui facilement, comme l'aurait fait le pistolero qu'il fut. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il le désarma complètement et l'attacha, dans une démonstration claire que le loup avait choisi de ne pas montrer ses crocs, même lorsqu'il était provoqué. La victoire ne fut pas due à la rapidité de la détente, mais à la retenue et à l'application de compétences différentes. Ce fut le troisième moment de haute tension, le calme tendu qui précède la décision finale. Le choix de Jean sur la manière de résoudre l'affrontement, oscillant entre son ancien moi et le nouveau. Avec les pistoleros vaincus et ligotés, et Arthur Petit et ses associés démasqués par leur tactique brutale, et la révélation du secret du shérif, la menace immédiate fut neutralisée. La tempête de sable commença à diminuer, révélant la ville marquée par la bataille, mais intacte dans son esprit. La poussière se déposa, recouvrant tout d'un manteau gris pâle, mais apportant avec elle la sensation de soulagement. La communauté se réunit, non seulement pour reconstruire les quelques dégâts physiques, mais pour panser les blessures de la méfiance et de la peur. Le shérif Bernard, inspiré par le courage de Jean et le sacrifice de Silas, et confronté à la vérité qui était sur le point d'éclater de toute façon, décida d'affronter ses propres démons. Il confessa publiquement à la ville son secret, qu'il avait abandonné une famille, y compris une fille, des années auparavant dans un autre état. Ce fut un acte de profonde vulnérabilité et d'honnêteté. Au lieu de fuir, il offrit son étoile au conseil local, leur laissant la décision de son avenir en tant que shérif. La ville, en majorité, lui pardonna, voyant non pas l'homme qui avait échoué dans le passé,
mais l'homme qui avait choisi de rester et de protéger dans le présent. Claire Thomas, qui initialement ne prévoyait qu'un séjour temporaire, décida de s'établir définitivement. Elle convertit une ancienne maison abandonnée à la lisière de la ville en une clinique. C'était un acte de foi, investissant son avenir dans un lieu qu'il avait accepté et où elle avait trouvé un but. Lors de l'inauguration discrète de sa clinique, elle déposa un bouquet de fleurs sauvages cueillies dans les collines sèches à la porte de l'étable de Jean. C'était un geste simple, mais chargé de symbolisme, une invitation silencieuse à un nouveau départ, une fleur d'espoir qui poussait dans le désert. Par un après-midi doré, de ceux où le soleil couchant teintait le ciel et la terre de couleurs chaudes et impossibles, Jean ferrait un cheval, le son rythmique du marteau remplissant le calme. Il remarqua Claire l'observant travailler depuis l'extérieur de l'étable. Il termina son travail et s'approcha d'elle lentement, les mains propres de la sueur et de la poussière, mais toujours marquées par le travail. Pour la première fois, il ne parla pas du présent ou du passé sombre. Il lui raconta le premier cheval qu'il avait dompté. Un poney sauvage et têtu, quand il était encore enfant, les rires et les chutes, la patience qu'il avait apprise. Ils partagèrent des histoires d'enfance, de rêves perdus et retrouvés, sous un ciel qui se remplissait progressivement d'étoiles. Chaque mot construisait un pont sur les abîmes de leur passé. Chaque silence partagé était une brique dans cette fondation. Ce fut un moment de profonde connexion. Le cinquième, crucial, un échange d'intimité qui allait au-delà des blessures et des secrets, touchant l'essence de qui ils étaient avant que le monde ne les façonne. Lors de la simple célébration de l'arrivée de l'hiver, la poussière cédant la place à un air plus froid et limpide, ils dansèrent timidement au son d'un harmonica et d'une guitare acoustique. Leurs mouvements étaient maladroits au début, hésitants, mais ils trouvèrent bientôt un rythme commun, un pas synchronisé qui reflétait la manière dont leur vie s'était alignée. « Je crois que nous pouvons encore apprendre d'eux. Nouvelle chose, » murmura-t-elle contre son épaule, un doux sourire sur ses lèvres. L'espoir, cette fleur délicate, s'épanouissait dans le sol autrefois aride. La ville prospéra dans les mois suivants. La menace du chemin de fer ne disparut pas complètement, mais la communauté, unie et renforcée, forma une coopérative. Ils négocièrent avec la compagnie ferroviaire en termes équitables, insistant pour que les voies soient tracées de manière à bénéficier à la communauté, apportant commerce et opportunités, au lieu de la détruire ou de manquer de respect aux terres sacrées des autochtones. Ce fut une petite victoire pour la résilience humaine et pour la force de la communauté unie. La ligne de chemin de fer finit par arriver, mais non comme une conquête prédatrice, mais comme une connexion, un fil de vie reliant la ville au reste du monde. Jean, à la surprise de beaucoup, fut élu au conseil local. Il accepta la responsabilité avec le même sérieux qu'il mettait à prendre soin des chevaux. Il utilisa son calme, sa capacité d'observation et sa connaissance pragmatique pour aider à guider la ville vers l'avenir. Sa réputation n'était plus celle d'un pistolero repenti, mais celle d'un homme qui avait trouvé la rédemption et servait sa communauté. La poussière de son passé était toujours là, invisible, mais elle ne définissait plus qui il était. Il avait appris que la vraie force ne résidait pas dans la rapidité du dégainage, mais dans le courage de s'affronter soi-même et de construire une nouvelle vie, brique par brique, acte par acte. La lumière qu'il cherchait était en lui, et il la partagea. Le shérif Bernard, maintenu à son poste par la ville, devint un leader plus humble et dévoué. Éléonore agrandit son saloon, en faisant un centre encore plus vibrant de la vie, communautaire. Les fermiers trouvèrent de nouvelles façons de prospérer avec l'arrivée du chemin de fer. Silas Robert fut rappelé comme l'homme qui mourut avec honneur, et Claire et Jean, sous le vaste ciel de l'Ouest, trouvèrent l'un en l'autre un port sûr, construisant un avenir ensemble, pas à pas, confiance par confiance. Les cicatrices de Jean ne disparurent pas, ni celles de Claire, ni celles de la ville. Elles faisaient partie de l'histoire, des rappels de la dureté du chemin parcouru. Mais, comme les sillons dans les roches du désert polis par le vent, elles racontaient une histoire de résilience et de transformation. La vie à la frontière resta difficile, mais il y avait maintenant la foi dans la force de la communauté, l'espoir en l'avenir et la lumière de l'amour et de l'amitié pour éclairer les jours les plus sombres.
Leur histoire, comme tant d'autres, dans le vaste et indomptable Ouest, ne fut pas celle de la découverte de l'or ou de duels légendaires. Ce fut une quête de rédemption, le courage de changer, la construction de liens humains dans un monde hostile, et la découverte que l'espoir peut, en effet, s'épanouir dans les endroits les plus inattendus, même sous le soleil brûlant et sur la poussière infinie. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir s'épanouir dans votre désert ?